quelles sont toutes les forces à connaître en physique? Alors ici, on va pas voir toutes les forces qui existent dans la nature, mais on va faire le récap de toutes les forces qu'on rencontre classiquement au lycée ou même dans les premières années post-bac. C'est parti! S'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est ce qui est encadré en haut, c'est qu'une force en physique, c'est un vecteur, et donc pour parfaitement connaître une force, il faut connaître sa direction, son sens et sa norme. Il faudra apprendre ça par cœur pour chaque force à connaître. Et regardez, à gauche, vous avez la liste des forces classiques à connaître. On va commencer par le poids. C'est une force qu'on connaît bien. Par exemple, si on étudie le mouvement d'une pomme qui tombe d'un arbre, le poids peut être représenté par un vecteur P. Alors, il y a une petite nuance entre direction et sens. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Dans le cas du poids, on peut dire que la direction est verticale. Sur cette direction, il y a deux sens possibles. Dans le cas du poids, c'est vers le bas, vers le centre de la Terre. Et la norme, on peut noter P sans flèche, c'est l'une des formules les plus connues de la physique, c'est P égale mg, avec m la masse et g la constante de pesanteur, le fameux 9,8 qu'on voit souvent dans les données des exercices. On passe maintenant à la force gravitationnelle. En fait, le poids est déjà une force gravitationnelle, mais vous avez vu une formule plus générale, la formule de la gravitation universelle, qui vous dit que deux masses vont toujours s'attirer entre elles, par exemple la Terre et la Lune. Les forces gravitationnelles sont parfaitement réciproques, c'est-à-dire que les deux objets s'attirent mutuellement avec des forces qui ont la même intensité, mais qui sont en sens contraire. Donc la direction, c'est la droite qui relie les deux objets. Le sens est tel qu'on l'a dessiné pour avoir des forces attractives. Et la norme, c'est la formule de la gravitation universelle. Avec une constante de gravitation universelle G, les masses des deux objets qui s'attirent, qu'on note souvent MA, MB, et la distance entre les deux objets au carré. On sait dessiner les vecteurs avec la bonne orientation, on a une formule pour la valeur de la force, donc on connaît tout. Et en fait, on a dit que le poids est une force gravitationnelle simplifiée à condition d'être proche de la surface de la Terre, ce qui permet de remplacer l'une des deux masses par la masse de la Terre et la distance par le rayon terrestre. Et si vous allez chercher les vraies valeurs sur Internet et que vous calculez tout ce que j'entoure en violet, vous tombez à peu près sur 9,8. C'est-à-dire qu'on peut simplifier cette formule en disant que c'est la masse de l'objet fois g, on retrouve P égale mg. On passe maintenant aux forces électriques. Vous vous souvenez tous normalement que deux charges électriques peuvent s'attirer ou se repousser. Si elles sont de signes opposés, elles s'attirent. Si elles sont de même signe, elles se repoussent. On a ici une force qui peut être soit attractive, soit répulsive, à la différence de la gravitation qui est toujours attractive. Vous connaissez donc déjà la direction et le sens des forces électriques. Si on note les charges QA et QB, les deux forces sont de nouveau parfaitement réciproques, et il existe aussi une formule pour calculer la valeur de ces forces. Et on peut remarquer la grande similitude entre les forces gravitationnelles et les forces électriques. Mathématiquement, elles sont de la même forme. Ce qui va changer, c'est la constante, K, qui s'appelle la constante de Coulomb. Et au lieu que la force soit proportionnelle au produit des deux masses, elle est proportionnelle au produit des deux charges. Charges qui se mesurent d'ailleurs dans une unité qui s'appelle le coulomb en physique. Et dans les deux cas, la force est inversement proportionnelle à la distance au carré. C'est-à-dire que plus les objets sont loin, moins ils s'attirent ou se repoussent mutuellement. Alors on rencontre surtout les forces électriques quand on rencontre des charges électriques. Ce sera très souvent dans des exercices où on vous parle de petites particules élémentaires comme des protons, des électrons ou des ions qui sont justement chargés. On continue avec la réaction du support. Si vous posez votre téléphone sur la table, je assure le téléphone, vous savez que votre téléphone, il a une certaine masse, donc un certain poids. S'il n'existait que le poids, c'est-à-dire qu'une force vers le bas, votre téléphone, il devrait tomber ou descendre. Qu'est-ce qui l'empêche de tomber ou de descendre? C'est qu'il existe une autre force vers le haut qui compense parfaitement le poids, et donc le téléphone ne bouge pas. Cette force s'appelle grand R, on appelle ça la réaction du support, et en fait, c'est la force exercée par la table sur le téléphone. En fait, le téléphone, sous l'effet de son poids, voudrait aller vers le bas et donc traverser la table, mais la table résiste. Alors cette force s'appelle parfois la réaction normale du support. L'adjectif normal, ça veut dire orthogonal au support, ou perpendiculaire au support pour simplifier. D'ailleurs, on note parfois aussi cette force grand N comme normale. Donc qu'est-ce qu'on retient? La direction, c'est toujours perpendiculaire au support. Le sens, c'est toujours du support vers l'objet. Et la norme, on ne sait pas. Il n'existe pas de formule pour la norme de cette force. C'est pas très grave, on arrive quand même à retrouver la valeur de cette force en utilisant des lois physiques comme les lois de Newton qu'on verra plus tard. Mais voilà, il n'y a pas de formule a priori. On continue avec les forces de frottement. Imaginez maintenant que votre téléphone il est sur un plan incliné. Le téléphone est assuré, il a toujours un certain poids, il y a toujours une réaction du support perpendiculaire au support, et imaginez que votre téléphone est en train de glisser vers le bas. Eh bien, il va frotter. On représente ça par une force de frottement, souvent notée petit f. Comment est orientée cette force? C'est facile, elle est toujours opposée au mouvement, à l'envers du mouvement.
parce que ça gêne le mouvement, ça freine. Donc si le téléphone est en train de glisser vers le bas, la force de frottement est vers le haut. Ça, c'est ce qu'on appelle des frottements solides, parce qu'on a deux solides qui frottent l'un contre l'autre. Il existe aussi des frottements fluides, qui sont les frottements qu'on ressent dans un gaz ou dans un liquide. Vous savez tous que c'est extrêmement difficile de courir dans l'eau, par exemple, parce qu'on ressent les frottements de l'eau. Et l'autre exemple bien connu, c'est si vous sautez dans le vide, un saut en parachute par exemple, vous allez ressentir une force de frottement de l'air qui est loin d'être négligeable, et qui, comme toutes les forces de frottement, sera opposée au mouvement. Vous êtes en train de tomber vers le bas, donc la force de frottement elle est vers le haut. Et pour la norme, bah c'est pareil, on sait pas trop, il n'existe pas de formule unique a priori. Ça dépend des conditions des frottements. Pour les frottements fluides, par exemple, les frottements sont souvent proportionnels à la vitesse ou à la vitesse au carré, mais il n'y a pas de formule unique. On enchaîne avec la force de tension d'un fil, ou d'une corde, ou d'une chaîne. Un truc qui peut être tendu, quoi. L'exemple le plus simple, c'est une lampe accrochée au plafond, ou un lustre. La lampe, elle a un certain poids, et s'il n'y avait que le poids, la lampe, elle tomberait vers le bas. Ça veut dire qu'il existe une autre force qui s'oppose au poids et qui compense le poids pour que la lampe soit immobile. C'est la force grand T, qui est la tension du fil qui retient la lampe, qui l'empêche de tomber. La direction, c'est toujours parallèle au fil, le sens vers le fil tire vers lui, il ne pousse pas. Et la norme, bah de nouveau, on ne sait pas. A priori, en tout cas. Là aussi, on pourra la connaître quand même en utilisant des lois physiques, mais c'est pas l'objet de la vidéo. On continue, maintenant on va voir la poussée d'Archimède, que tout le monde connaît au moins de nom, et qui existe quand un objet est immergé dans un fluide. Ça peut être un liquide, mais ça peut être aussi un gaz. Il existe une poussée d'Archimède dans l'atmosphère, par exemple. Mais l'exemple le plus connu, c'est un bateau. Il flotte sur l'eau. Le bateau, il a un certain poids. Et là encore, s'il flotte, c'est qu'il existe une autre force qui est dirigée vers le haut, qu'on appelle souvent pi, et c'est la poussée d'Archimède. Donc la direction, c'est vertical, le sens, c'est vers le haut, et la norme, c'est le poids du fluide déplacé par l'objet. C'est-à-dire ici le poids de toute l'eau qui a dû bouger pour que le bateau vienne à la place. C'est quoi l'eau qui a dû se déplacer? Eh bien, c'est l'eau qui occupait avant tout l'espace immergé du bateau, que je viens de hachurer en vert. Quel est le poids de l'eau qui était auparavant dans cette zone hachurée en vert? Vous savez que le poids, c'est la masse fois G, et on peut détailler la masse en disant que c'est la masse volumique fois le volume. Attention, à prendre en compte seulement le volume immergé du bateau, et pas le volume total. Le volume total, lui, il apparaît dans le détail du poids du bateau. Pourquoi elle existe cette force? D'où elle vient? Pour comprendre, il faut faire un zoom sur la coque du bateau. Vous avez sûrement déjà entendu que plus on s'enfonce dans la mer, plus la pression augmente. Près de la surface, la pression P est faible, alors qu'en profondeur, la pression P est forte. Près de la surface, l'eau pousse sur la coque un petit peu, mais plus on descend en profondeur, plus ça pousse fort. Si vous faites dans votre tête la somme de toutes ces petites flèches vertes qui sont dues à la pression de l'eau sur la coque, vous obtenez une grande flèche verticale vers le haut, qui est la poussée d'Archimède. J'avais dit au départ que vous pouvez rencontrer d'autres forces. Par exemple, si vous donnez un coup de pied dans un ballon, il existera une force du pied sur le ballon, une force de contact, qui va projeter le ballon en avant. Et intuitivement, on voit bien comment orienter cette force, comme sur le schéma. Il existe aussi des forces magnétiques, deux aimants qui s'attirent ou qui se repoussent par exemple. En physique, le magnétisme est lié à l'électricité, mais ces forces magnétiques, on les rencontre rarement, elles sont pas souvent au programme. En physique, on vous embête souvent aussi avec le point d'application, c'est-à-dire l'endroit d'où vous faites démarrer votre vecteur force. Pour toutes les forces à distance comme le poids, la flèche doit partir du centre de gravité du système, en gros souvent le centre. Et pour les forces de contact, la flèche part toujours du point de contact ou du centre de la surface de contact. Ici, pour le coup de pied dans le ballon, vous voyez que j'ai fait partir la flèche du centre de la surface de contact hachurée en rouge. Mais toutes ces histoires de points d'application, elles sont pas vraiment déterminantes en physique en fait, puisque ça n'a aucune incidence dans les calculs. Bon bah au final, vous connaissez déjà beaucoup de forces. Il y avait beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais c'est bien, je trouve, de les réviser tout en même temps. Donc maintenant, dans un exercice, quand on vous demandera de faire un bilan des forces, vous pourrez y aller tranquillement, il n'y aura pas de nouveauté. Vous avez tout vu.